Bonsoir à tous. Ce soir, on va discuter un peu des généralités sur les fonctions. On va un peu exprimer toutes les bases qu'il faut avoir pour pouvoir parler d'une fonction sereinement et ça va nous permettre d'avoir certains points de vocabulaire qui vont nous permettre de communiquer clairement sur qu'est-ce qu'on est en train de discuter quand on parle de différentes choses d'une fonction. La première chose qu'on va vouloir faire avec une fonction et qu'on a déjà certainement fait ensemble, c'est parler de la formule algébrique. Alors il y a une petite précision qu'il y a avec les formules algébriques, c'est qu'une fonction, elle a un domaine de définition, donc un df, c'est tous les chiffres qu'on peut mettre dedans, et on l'envoie sur un ensemble d'arrivées. En général, le 99% du temps, on va travailler de R à R, puisque c'est notre ensemble de travail habituel, on va continuer de rester là-dessus. Et après, ça s'exprime de x qui se transforme en une grosse formule algébrique, où la version la plus commune, c'est f de x est égal à quelque chose. L'expression f de x est égal à quelque chose, c'est juste une généralisation pour éviter d'avoir cette flèche, parce que la plupart du temps, on travaille de R dans R, donc on n'a pas envie de faire deux flèches, deux lignes, alors qu'on peut écrire ça sous une seule petite équation. Et du coup, là, je vais vous prendre un exemple quelconque et absolument choisi arbitrairement, qui va être assez gros pour une fois, comme ça, on voit un peu qu'on peut faire ça sur des grosses fonctions, et quand vous allez tomber sur des fonctions plus petites, eh bien, vous verrez que ça marche aussi, et c'est le même vocabulaire. Donc, ici, je vais l'envoyer sur x cube plus 8x carré plus x moins 42. Et le tout, pour éviter que ça fasse un graphique qui sera trop gros à dessiner, je le divise par 1/6 pour que ce soit plus petit. Du coup, la formule f de x, c'est 1/6 de x cube plus 8x carré plus x moins 42. Voilà. Ça, c'est la première version pour écrire une fonction, c'est d'écrire l'algèbre qui la concerne. Et du coup, avec ça, il suffit de placer le x pour obtenir un résultat. Et du coup, vu qu'on va beaucoup travailler avec ça, le x ici, on l'appelle préimage. Et pourquoi est-ce qu'on dit préimage? Parce que tout ce calcul-là, le résultat, une fois qu'on a fait le calcul, ce sera l'image. Donc, l'image de la fonction dépend de la préimage et on sait que quand on travaille dans des fonctions, on n'est plus sur le x qui est une inconnue à résoudre, on est sur le x qui est une variable qu'on va fixer arbitrairement. On va essayer de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe au point 1? Eh bien, au point 1, le résultat vaut tant. Qu'est-ce qui se passe au point 2? Le résultat vaut tant, etc., etc. Donc, évidemment, je vous propose, à la place de continuer à présenter les formes d'une fonction, plutôt passer à l'évaluation d'une fonction. Qu'est-ce qu'on est censé faire justement pour avoir ces valeurs? Donc, évaluer une fonction. Je vais continuer à utiliser la même fonction d'exemple avec ce 1/6 de x cube plus 8x carré plus x moins 42. Et on va simplement essayer de se dire qu'est-ce qui se passe à différents points. C'est-à-dire, si je prends une préimage et que je la fixe, quelle va être l'image correspondante? Donc, je prends x et je dis arbitrairement, je décide que je vais l'évaluer en moins 7. Pourquoi pas? C'est un chiffre, j'essaye. Donc, à la place d'avoir des x, je vais avoir des moins 7. Donc, je reprends toute la fonction et je remplace tous les x. Donc, x cube, ça devient moins 7 au cube. Plus 8 fois x carré, ça fait 8 fois moins 7 au carré. Plus x, donc moins 7, moins 42. Maintenant, je continue ce calcul, donc ça me donne 1/6 de moins 343 plus 392 moins 7 moins 42. Et du coup, si on fait la somme de tous ces éléments, c'est 1/6 de 0. Et du coup, la fonction en moins 7, donc avec la préimage moins 7, a pour image 0. Donc, on sait maintenant qu'on peut évaluer une fonction et trouver n'importe quel point qui correspond à, n'importe quelle image qui corresponde à la préimage à laquelle on s'intéresse. Donc évidemment, maintenant la deuxième représentation d'une fonction, c'est de faire un tableau qui fait correspondre directement les préimages avec les images.
Par convention, on n'a pas envie d'écrire préimage et image à chaque fois, donc on a décidé que les préimages, c'était x, puisque ça, clairement, on a dit x, ça va être ce qu'on va faire varier, c'est la variable. Et les images, le résultat qu'on obtient, c'est soit f de x, soit on l'appelle aussi y. Donc je vais marquer que c'est y ou f de x. Donc le f qui dépend de quelle valeur on a choisi. Donc typiquement, on peut dire f de moins 7, eh bien ça vaut 0 comme on a fait selon l'exemple précédent. On peut faire ça plein de fois, et si on fait ça plein de fois, eh bien on obtient un tableau qui se complète avec différentes valeurs et qui nous fait correspondre plusieurs chiffres les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle le tableau des valeurs. Le grand défaut de ce tableau des valeurs, c'est qu'il est incomplet. On ne va jamais pouvoir avoir sur un tableau des valeurs absolument toute une fonction, puisque la variable elle a le droit d'aller de où on veut à gauche jusqu'où on veut à droite, puisqu'on part du principe qu'en général on travaille sur R. Et donc là, en dessinant mes points, déjà c'est tout des entiers, j'ai pas de chiffre à virgule, donc il me manque des valeurs, etc., etc., etc. Donc le tableau des valeurs est très pratique pour dessiner une fonction, mais il n'est pas du tout pratique si on veut représenter une fonction en entier. Une sous-représentation qui vient du coup avec les tableaux des valeurs, c'est les ensembles liés. Ça nous permet de représenter ce qu'on a représenté avec les flèches avant en mettant des F et ensemble d'arrivée E, en les représentant par des grosses patates dans lesquelles il y a plein de chiffres. Et si on fait ça, eh bien, on peut relier du coup les préimages avec leurs images. Donc typiquement 0, il est renvoyé vers 7. Et du coup, 7, il faut qu'il ait un petit point là. Hop. Ensuite, on prend le moins 7 qu'on a calculé juste avant ensemble. On sait qu'il est envoyé vers 0. Si on lit ce qu'il y a dans le tableau précédent, on se retrouve à voir que 2 est aussi envoyé sur 0. Que 1, il est envoyé sur 16 tiers. Enfin, moins 16 tiers. Donc mon ensemble ici, je vais mettre le moins, sinon ça ne marche pas. Pi, il est envoyé sur 11,85. J'y arrive pas. Ensuite, 3, il est envoyé vers 10. Et 279, il est évidemment envoyé vers le très gros chiffre moche, qui est 3 723 434. La dernière représentation qu'on a pour une fonction, c'est sa représentation graphique. La représentation graphique, elle est relativement simple à comprendre et normalement vous l'avez certainement déjà vu. On va juste faire quelques petits rappels. Déjà, on utilise un axe orthonormé ou orthogonal en tout cas, c'est-à-dire qu'on a sur le plan horizontal les x, donc les préimages, et sur l'axe vertical les y. On parle aussi d'axe des abscisses et d'axe des ordonnées. Et ensemble, si on fait un groupe avec x et y, on parle de coordonnées. Et donc, ce qu'on a utilisé dans la représentation de le tableau des valeurs, on peut voir qu'on crée des coordonnées avec un x et un y, avec une préimage et une image. Et typiquement, on avait calculé qu'il existait le point -6, 4, qui sont les coordonnées en -6 de la fonction d'intérêt. Ou comme on a fait avec l'évaluation pendant le premier exemple, on trouve ici le point -7 et 0, puisque si on remplace le x par -7, on a 0. Maintenant, ce -7, 0, tout comme le -3, 0, tout comme le 2, 0, ils sont un peu particuliers, puisque tous les trois, ils croisent l'axe des abscisses. Ça va être une des premières choses qu'on peut vous demander dans une fonction, c'est de me donner ce qu'on appelle les zéros de la fonction. Les zéros de la fonction, ou les zéros de fonction, sont les points où la fonction va croiser l'axe des abscisses. Et évidemment, si on fait ça avec l'axe des abscisses, on peut également le faire avec l'axe des ordonnées, et c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée, du coup, c'est ce qu'on a dit, c'est le y. Et pourquoi l'origine? Parce qu'on parle d'origine au point 0, 0.
Et cette origine, du coup, nous fixe le x en 0. Du coup, la préimage est 0 et on regarde quelle est l'image correspondante. Et donc l'ordonnée à l'origine, c'est quel est le y dans le x égale 0. Donc pour calculer ça, c'est très facile. Il suffit de demander f de 0 égale, du coup, l'ordonnée à l'origine que je vais noter au point O. Et si on veut trouver les zéros, c'est dans l'autre sens, c'est f de x est égal à 0. On voit bien qu'ils ont tous un point commun, c'est que y égale 0. Donc, on pose la fonction est égale à 0 et on regarde quels vont être les x qui vont résoudre cette équation. Les zéros de fonction, il y en a entre 0 et beaucoup. Ça dépend de votre fonction et de quel type de fonction on étudie. On verra ça en temps et en heure. Et une des dernières choses que je veux vous montrer avec ces fonctions, c'est les limites. Puisqu'on pourrait tout à fait s'imaginer sur un graphique dessiner des choses qui ressemblent à ça. Et ces choses-là, il y en a une qui a une fonction, l'autre qui ne l'est pas. Comment est-ce qu'on sait? Eh bien, on voit que ici, si je trace une ligne, je peux toucher plusieurs y. Par contre, si je trace une ligne comme ça, puis que je la passe au fur et à mesure, je vois qu'à chaque fois que je suis sur un x, je vais avoir un seul y. Et donc, ici, je suis dans le cas de la fonction que j'ai représentée avant, donc évidemment, je suis dans une fonction, sinon je n'aurais pas utilisé comme exemple. Par contre, si ici, je fais un trait vertical, je vois que je peux toucher 3 fois la fonction ou le dessin que j'ai fait ici, en ayant un seul x. Et si on se rapporte à f de x égale une formule algébrique, donc je vais reprendre un x cube plus 2, je vois bien que si je remplace le x par un chiffre, je suis censé obtenir un unique résultat. Ce résultat est fixe et ce résultat nous donne le point en y. Et si on en a plusieurs, ça veut dire qu'il y a un calcul qui change de résultat. On n'a pas ce genre de choses dans l'algèbre tel qu'on l'étudie pour l'instant. Ça, c'est de la probabilité d'avoir plusieurs résultats possibles. La probabilité, c'est un bon domaine des maths, mais c'est un domaine qui ne nous concerne pas pour l'instant. Donc on va rester dans de l'algèbre, et notre algèbre, elle nous dit, si je fais un calcul, j'obtiens un résultat, et je peux le faire 1000 fois, j'aurai toujours le même résultat. Et heureusement, sinon ça voudrait dire que les maths qu'on fait ne sont pas fiables et ne sont pas solides, et du coup ça voudrait dire que tous les calculs qu'on fait, on pourrait les refaire 500 fois, puis on aurait à chaque fois un résultat différent, et donc ce serait super dur d'avoir quoi que ce soit de logique et stable. Donc, ici, on est sur un joli dessin, mais ce n'est pas une fonction. Et si on fait des diagrammes en patates, comme en dessous, on voit qu'il y a la même chose. Ici, je peux avoir deux points d'un domaine de définition qui arrivent sur un même point d'arrivée, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le deuxième, je vois qu'ici, j'ai un point qui part sur deux côtés, et du coup, de nouveau, j'ai plusieurs résultats. Et donc, ça ne peut pas être une fonction, puisque un x, quand on le passe dans un calcul algébrique, il devient un y. Par contre, effectivement, on peut avoir plusieurs résultats qui sont les mêmes sur un calcul. Ça, on a déjà vu que c'était possible, donc pas de souci.